1er juin 2026. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition. Restez avec nous jusqu'à son terme. Commençons tout de suite par les actualités politiques. Le conclave national continue de faire débat. Alors que sa reprise était annoncée pour le 3 juin, les autorités ont indiqué hier qu'une nouvelle date serait communiquée ultérieurement. Selon plusieurs informations concordantes, des divergences persistent quant à l'organisation et à la direction du processus. Si le président de la transition estime que le FFKM devrait assurer la conduite du conclave, le camp de l'ancien président Marc Ravalomanen, à travers le ministère chargé de la réforme, souhaiterait également jouer un rôle de premier plan. À cela s'ajoute une autre question sensible, celle de la participation de l'ensemble des acteurs concernés. Reportage. Le conclave national ne se tiendra donc pas le 3 juin, malgré le fait que son organisation figure parmi les priorités affichées par les autorités actuelles. Une question demeure. Quand se tiendra réellement ce conclave national? À ce jour, aucune date précise n'a été arrêtée. Pourtant, les autorités présentent régulièrement ce processus comme une réponse aux revendications des jeunes qui réclament des réformes institutionnelles. Pour rappel, le conclave national a été officiellement lancé à Ivat le 10 décembre 2025 sous la coordination du FFKM. 6 mois plus tard, peu d'éléments permettent encore de connaître le contenu concret des discussions attendues. En avril 2026, il avait été pourtant annoncé que le véritable démarrage du conclave interviendrait au mois de juin. Dès lors, quelle est la véritable source du blocage? Les observateurs se souviennent notamment des divergences apparues en décembre 2025. D'un côté, des responsables du FFKM affirmaient qu'une invitation avait été adressée au président Anjrazouel. De l'autre, le porte-parole du gouvernement soutenait qu'il ne pouvait pas prendre part aux travaux. Cette divergence est présentée comme l'un des premiers points de désaccord. Mais au-delà des acteurs politiques et de la communauté internationale, de simples citoyens réclament aussi un conclave véritablement inclusif, réunissant toutes les parties prenantes. Par ailleurs, selon plusieurs informations recueillies, les tensions porteraient également sur la conduite même du processus. Une rivalité opposerait le FFKM et le ministère dirigé par Maître Anchar Zafmanatsou quant au pilotage et à l'organisation de cette rencontre nationale, un désaccord qui pourrait expliquer les reports successifs enregistrés jusqu'à présent. La célébration du 26 juin a débuté ce jour au parvis d'Analakel. Une cérémonie de levée de couleurs ainsi que diverses manifestations culturelles réalisées par les jeunes ont marqué l'événement. Parmi celles-ci figurait une reconstitution de l'histoire de Madagascar depuis la période de lutte pour l'indépendance. Cette occasion a également permis de remettre des certificats aux lauréats du concours de littérature malagasy. Et le mois de juin est consacré à la langue malagasy. C'est une période qui nous rappelle la beauté et la richesse de notre langue. Pourtant, selon les éducateurs que nous avons rencontrés, de nombreux jeunes ne prennent plus suffisamment conscience de son importance. L'usage, l'attachement et surtout la considération accordée à la langue malagasy tendent progressivement à diminuer au sein de la société. Reportage sur les images de Yves Janel. Expression maladroite, faute d'orthographe et méconnaissance croissante du vocabulaire, tels sont les constats observés dans la manière de parler et d'écrire de certains jeunes aujourd'hui, notamment sur les réseaux sociaux et dans les messages écrits. Une situation qui contribue progressivement à l'affaiblissement de la valeur et du prestige de la langue malagasy. Cependant, l'usage de la langue malagasy peut encore être renforcé et amélioré. Parmi les solutions proposées par les éducateurs figure l'encouragement des enfants et des jeunes à lire des ouvrages en malagasy, à suivre des émissions dans cette langue et à l'utiliser davantage au sein des familles ainsi que dans la vie quotidienne. Le mois de juin, dédié à la langue maternelle, constitue ainsi une occasion privilégiée de valoriser davantage notre langue. C'est également un moment de rappeler que cette langue est un patrimoine commun et une composante essentielle de notre identité.
Les actualités sociales, 4 enfants atteints d'albinisme ont été enlevés puis tués par décapitation depuis le début de l'année 2026. Des crimes particulièrement choquants qui ont poussé les associations de défense des personnes atteintes d'albinisme à interpeller les autorités. Le dernier cas en date est celui de la petite Landrecia, une fillette albinos enlevée puis décapitée. Son corps a été retrouvé enterré dans la cour d'un guérisseur traditionnel. Indiana Martina nous rapporte les faits. Des images insoutenables, le corps sans vie de Landrecia, une fillette atteinte d'albinisme, âgée d'à peine 1 an et demi, a été retrouvée décapitée et déjà en état de décomposition avancée. Les autorités ont découvert sa dépouille dans la cour d'un guérisseur traditionnel du Fuktani, en Tianak, commune de Betsinzak, district de Tuliar 2, dans la nuit du 30 mai, selon un communiqué de l'association Albinos Madagascar. Pour rappel, le 17 mai dernier, un garçon atteint d'albinisme avait également été décapité à un Batbouin. Sa tête non plus n'a jamais été retrouvée. Au cours des 5 premiers mois de l'année 2026, 4 enfants albinos ont déjà été victimes d'enlèvements et d'assassinats dans des circonstances particulièrement atroces à Madagascar. Une situation qui suscite de nombreuses interrogations sur les causes profondes de cette recrudescence des crimes visant les personnes atteintes d'albinisme. Dans l'affaire de Tuliar, les enquêteurs ont procédé à plusieurs arrestations. Parmi les suspects figurent notamment 2 grands-pères, un agent de l'administration publique, un étudiant universitaire, ainsi que des particuliers. Au total, 8 personnes sont mises en cause dans cette affaire, tandis que d'autres suspects sont toujours recherchés. Le lycée Jean-Joseph Rabé-Hervé est désormais classé parmi les patrimoines selon les informations communiquées par les responsables. Ces derniers prévoient également d'améliorer les infrastructures de l'établissement. Aujourd'hui, âgé de 90 ans, le lycée Gigi Rabé-Hervé a traversé plusieurs époques et a formé des milliers de citoyens malagasy. Reportage. En 1936, l'école primaire supérieure a été fondée au cœur d'Analakeli. Au fil des années, sa structure a progressivement évolué et en 1950, elle a pris le nom de Collège classique et moderne. Voici quelques-uns des élèves qui ont fait partie des premières promotions de l'établissement à cette époque. La majorité des élèves et des enseignants étaient alors de nationalité française. En 1960, avec l'accession de Madagascar à l'indépendance, l'établissement a pris le nom de lycée Jean-Joseph Rabé-Hervé. 90 ans plus tard, son architecture demeure inchangée et conserve l'aspect extérieur hérité de la période coloniale. Toutefois, des travaux de réhabilitation et de rénovation des parties dégradées s'avèrent désormais nécessaires. Alors qu'à ses débuts, l'établissement n'accueillait que 85 élèves, il en compte aujourd'hui près de 2300. Le lycée emploie également 193 personnes, administratifs et enseignants. Ces derniers ont reçu des distinctions honorifiques nationales hier. La désinformation continue de gagner du terrain sur les réseaux sociaux. Selon le rapport trimestriel de monitoring des médias en ligne publié par l'ONG CID, 3776 cas de mésinformation, désinformation et malinformation ont été recensés entre le 16 février au 30 avril 2026. Reportage. La malinformation représente 57,55% des cas, contre 42,06% de désinformation et seulement 0,40% de mésinformation. Les sujets liés à la gouvernance dominent largement les publications, avec 93,56% des cas recensés. Le rapport révèle également que les groupes de discussion Facebook concentrent 97,51% de la circulation des contenus problématiques, loin devant les pages et les comptes individuels. Le principal pic de diffusion a été observé le 21 mars 2026 avec 657 cas recensés en une seule journée, dans un contexte marqué par la circulation d'accusations visant des personnalités publiques et des opérateurs économiques. Les femmes représentent 20,13% des cibles des campagnes de désinformation, tandis que les hommes concentrent 47,13% des cas. Les contenus visant les femmes reposent principalement sur des rumeurs et des allégations difficiles à vérifier.
Le rapport souligne par ailleurs que les principaux vecteurs de diffusion, 75,66%, sont des comptes réels, si 21,92% sont des comptes fake. Concernant les discours haineux, l'étude a identifié 1820 cas durant la même période. Les discours d'incitation à la violence représentent 84,07% des cas contre 15,93% pour les discours d'incitation à la haine. Les menaces et intimidations constituent la forme la plus fréquente avec 54,95% des cas recensés. Selon les auteurs du rapport, les tensions politiques, les questions de souveraineté nationale, les affaires judiciaires et les controverses sanitaires figurent parmi les principaux facteurs alimentant la désinformation et la haine en ligne à Madagascar. Et la propagation de fausses informations peut entraîner des troubles au sein de la société. Il incombe aux journalistes de fournir des informations exactes en recoupant plusieurs sources d'informations. Détails sur les images de Yves Janel. Les fausses informations représentent un danger pour la société malagasy. Qu'il s'agisse d'informations inexactes ou partiellement vraies partagées sans intention de nuire, d'informations vraies mais sorties de leur contexte et diffusées délibérément, ou encore d'informations totalement fabriquées dans le but de tromper, leurs conséquences peuvent être importantes. Ces contenus peuvent en effet affecter la vie des personnes concernées et perturber la stabilité sociale. Aujourd'hui, les auteurs de désinformation recourent également à l'intelligence artificielle pour produire et diffuser des contenus trompeurs. Chaque citoyen doit être capable de distinguer les fausses informations des informations vérifiées. Les journalistes professionnels ont notamment pour mission de contribuer à cette éducation du public. Leur travail ne consiste pas à se fier à une seule source, mais à vérifier et croiser les informations auprès de plusieurs sources afin de garantir leur fiabilité. Les spécialistes mettent en garde, si aucune mesure n'est pas prise pour lutter contre la diffusion de fausses informations, les conséquences pourraient être importantes pour la cohésion sociale et la démocratie à Madagascar. Le groupement des femmes entrepreneurs de Madagascar, GFEM, célèbre cette année son 10e anniversaire. Le lancement officiel des festivités s'est tenu la semaine dernière à Antirabé. Le GFEM joue un rôle majeur dans la promotion de l'entrepreneuriat au niveau national qu'international dans divers secteurs d'activité. Son ambition est d'accompagner les femmes entrepreneurs vers une plus grande autonomie économique. Jameson Ranjanarman de Viva Antirabé. Antirabé a accueilli la semaine dernière le lancement des célébrations marquant les 10 ans d'existence du groupement des femmes entrepreneurs de Madagascar, plus connu sous le sigle GFEM. Depuis sa création, cette organisation joue un rôle important dans la promotion de l'entrepreneuriat féminin, tant sur le marché national qu'à l'international. De nombreuses actions ont déjà été menées au profit des femmes entrepreneurs. Au-delà de l'accompagnement des entrepreneurs, le GFM contribue également au développement des régions, notamment dans le Vaknakarach, à travers l'implication des femmes chefs d'entreprise évoluant dans différents secteurs tels que l'agriculture, l'élevage, les mines, l'agroalimentaire, les infrastructures, ainsi que plusieurs autres domaines d'activité. L'organisation s'est fixée comme objectif de soutenir les femmes entrepreneurs malagasy afin qu'elles puissent gagner en autonomie dans leurs activités respectives. Elle œuvre également au renforcement des relations entre les opérateurs économiques et leurs clients. À l'occasion de ce lancement des festivités du 10e anniversaire, une foire-exposition a été organisée, permettant à plusieurs exposants de présenter leurs produits dans différents stands. Il convient de rappeler que le chef de région est le parrain des femmes entrepreneurs dans la région Vaknakarach. Passons à présent aux actualités internationales. Soutenue par le Royaume-Uni, la marine française a intercepté au large de la Bretagne le Tagor, un navire russe sous sanction naviguant sous un faux pavillon.
C'est le 4e bâtiment de la flotte fantôme de Moscou, immobilisé par la France depuis septembre dernier. Dénonçant le contournement des sanctions qui financent la guerre en Ukraine, Emmanuel Macron a affiché sa fermeté alors que Paris annonce vouloir doubler les amendes. France 24. À près de 740 km à l'ouest de la Bretagne, la marine française arraisonne ce pétrolier. Le Tagore, navire en provenance de Mourmansk en Russie, arborait un pavillon du Cameroun où il devait se rendre, mais les recherches à bord ont montré qu'il était faux. Le pétrolier a changé plusieurs fois de pavillon et était quasiment vide au moment de son abordage. C'est un bateau qui a été suivi, connu, qui était sous sanctions de l'Union européenne et sous sanctions américaines également. L'objectif du déroutement, c'est de vérifier la véracité de son pavillon. C'est le 4e pétrolier de la flotte fantôme russe intercepté par la marine française. En septembre 2025, il y a eu le Boracay, puis en janvier 2026, le Grinch et le Dana, 2 mois plus tard. Les 3 navires avaient été immobilisés, puis avaient pu repartir après avoir payé des amendes. Sur les réseaux sociaux, Emmanuel Macron affiche sa fermeté. Il est inacceptable que des bateaux contournent les sanctions internationales, violent le droit de la mer et financent la guerre que mène la Russie contre l'Ukraine depuis plus de 4 ans. Pour lutter contre ces navires, Paris a annoncé sa volonté de doubler les amendes applicables aux infractions de défaut de pavillon et de refus d'obtempérer. Malgré le cessez-le-feu du 17 avril, l'armée israélienne intensifie son offensive au Liban en ordonnant de nouvelles frappes sur Beyrouth et en progressant au sol dans le sud, provoquant le déplacement de plus d'1 million de personnes. France 24. Vue de la frontière ce lundi matin, l'offensive israélienne sur le Liban se poursuit. Au sud du pays, comme ici à Marjayoun, ou encore Arab Salim, mais aussi dans la banlieue sud de la capitale, où le Premier ministre israélien a ordonné de nouvelles frappes. Avec le ministre de la Défense, j'ai donné l'ordre de frapper des cibles terroristes à Beyrouth. En aucun cas, le Hezbollah ne pourra attaquer nos villes et nos citoyens, alors que ces quartiers généraux terroristes à Beyrouth et dans sa banlieue sud n'ont toujours pas été détruits. Nous continuons d'intensifier nos opérations sur le terrain dans le sud du Liban afin d'éliminer les infrastructures du Hezbollah. Une intensification à l'image de ces derniers jours. L'armée israélienne a nettement progressé au Liban, tout en poursuivant ses frappes aériennes, malgré le cessez-le-feu conclu le 17 avril. Après avoir pris la citadelle de Beaufort, Tsahal a ordonné l'évacuation de 9 villages dans le sud. Plus d'1 million de personnes ont déjà été déplacées depuis le début de la guerre. Il nous est désormais impossible de rentrer chez nous. La ville a subi d'importantes destructions et nous avons perdu de nombreux proches. La situation est extrêmement difficile. De son côté, le Hezbollah poursuit ses attaques contre Israël, même si la plupart des missiles sont interceptés. Alors que son pays doit tenir de nouvelles discussions avec Israël mardi et mercredi à Washington, le président libanais dénonce une agression féroce et condamnable. Pour la France, cette escalade militaire n'a aucune justification. À la demande du président français Emmanuel Macron, une réunion du Conseil de sécurité des Nations Unies aura lieu en urgence ce lundi. Et pour terminer, les États-Unis et l'Iran ont annoncé dans la nuit du dimanche à lundi une série d'attaques réciproques portant un nouveau coup au cessez-le-feu au moment où leurs négociations pour mettre fin à la guerre patinent. France 24. Des gardiens de la Révolution ont confirmé une attaque donc dans la nuit, une attaque américaine contre alors ce qu'ils appellent donc une antenne de télécommunication dans la région de Sirik. Alors la région de Sirik se trouve à l'est du détroit d'Ormuz, si vous regardez une carte. Donc une seule frappe et ont affirmé qu'en fait il y avait une riposte contre une base aérienne américaine au Koweït. Donc en riposte à cette attaque contre cette antenne de télécommunication et préviennent que la prochaine fois, la riposte sera encore plus dure, que l'Iran ne fera plus preuve de retenue si jamais donc il y a une nouvelle attaque américaine contre des installations en Iran. Il faut savoir que depuis 4 jours, il y a eu, selon Téhéran, 3 drones, 2 drones MQ-9 et un drone MQ-1 qui ont été abattus au-dessus du Golfe Persique. Les Iraniens disent que non seulement ils ont le contrôle du détroit d'Ormuz et du Golfe Persique en mer, mais aussi le ciel donc de cette région et aucun drone
n'a le droit de survoler cette zone. Donc une position très ferme de la part de l'Iran sous le contrôle du détroit d'Ormuz et du Golfe Persique. Ainsi se termine cette édition. Mesdames et messieurs, merci à vous de l'avoir suivi. Au revoir et passez une excellente soirée sur Viva.